Quel est le tout premier chef-d'œuvre créé de main d'homme? Le point de départ de l'art? Eh non, ce n'est pas mon hibou en verre de Murano, même s'il est magnifique. C'est une œuvre qui date d'il y a 40 000 ans, 400 siècles, découverte dans le sud de l'Allemagne, dans le Jura souabe, l'homme-lion, les Allemands disent le Löwenmensch. Regardez-le. En 1939, des fouilles mettent au jour des dizaines de fragments d'ivoire dans la grotte du Stadel à Hollenstein, dans le Jura souabe, non loin de la ville d'Ulm. Mais c'est seulement 30 ans plus tard, en 1969, que ces fragments sont patiemment assemblés au musée d'Ulm par le préhistorien allemand Joachim Hahn. Vous pouvez imaginer que c'est le cœur battant qu'il a posé les yeux pour la première fois, après tant de millénaires, sur une figurine qui était alors encore très incomplète. En effet, à la fin des années 1980, donc plus de 10 ans plus tard, 200 nouveaux fragments ont été découverts dans la grotte et ont permis une recomposition plus complète. Enfin, les fouilles les plus récentes, conduites à partir de 2008, ont remis au jour pas moins de 575 micro-fragments supplémentaires, de sorte qu'en 2012-2013, il a fallu mener à bien une reconstitution entièrement nouvelle de la figurine, au cours de laquelle une soixantaine de nouveaux fragments ont pu retrouver leur place. C'est le chef-d'œuvre que nous admirons aujourd'hui. Si l'homme-lion est l'une des plus anciennes sculptures préhistoriques conservées, il est aussi l'une des plus grandes, 31 cm de hauteur. Alors où peut-on admirer ce premier chef-d'œuvre de l'humanité? Eh bien le voici. Il est dans ma collection personnelle. Superbe. Regardez bien. C'est une belle réplique en résine, de taille réduite, plus petit que l'original, produite par la maison Post-Mortem Cult. Joliment faite, vous l'avez vu. L'authentique Löwenmensch est actuellement présenté à la Kunsthaus Weishaupt à Ulm, car le musée d'Ulm est en travaux. Alors bien entendu, la figurine est connue, elle a de nombreux admirateurs, une salle lui est dédiée à la Kunsthaus, mais on s'étonnera néanmoins que l'homme-lion ne soit pas plus connu encore, aussi célèbre que la Joconde. On s'étonnera que des foules innombrables de touristes ne viennent pas se presser pour admirer ce premier chef-d'œuvre de l'humanité. Car l'homme-lion est un véritable tour de force, voyez, de puissance, d'expression, qui mêle harmonieusement forme humaine et forme animale. Il a été sculpté dans la défense droite d'un mammouth. La gueule du lion, vous le voyez, elle est massive, majestueuse. La partie supérieure du corps, qui est animal, se rattache très naturellement aux membres humains, comme si cette créature hybride existait vraiment dans la nature et pas seulement dans l'imagination de l'artiste. En l'admirant, on prend conscience de la fascination qu'exerçait déjà le lion sur l'esprit humain, un animal qui va hanter l'imaginaire européen pendant des millénaires, du lion de Némée au lion de Saint-Jérôme, de Richard Cœur de Lion à Yvain, le chevalier au lion, en passant par Noble, vous savez, le roi lion du roman de renard. Il faut relire aussi les vers de l'Iliade, à mon sens, qui associent le mieux la force et la férocité du lion à celle du guerrier, pour poser un regard neuf sur cette figurine, sur le Löwenmensch. Je vous cite. Comme un lion nourri dans la montagne depuis longtemps privé de chair, et que son vaillant cœur pousse à s'en aller tâter des troupeaux, pareil et Sarpédon, héros égal aux dieux. Donc c'est la belle traduction, vous l'avez peut-être reconnue, de Paul Mazon, aux belles lettres de l'Iliade. À mon avis, il faut lire ça pour mieux voir, mieux regarder l'homme-lion. Et tout en réunissant forme humaine et animale, le Löwenmensch, l'homme-lion, oppose le naturalisme, vous le voyez, de la tête, du torse à la stylisation des extrémités. Il y a ce contraste aussi. Le sexe est visible, c'est intéressant, qui confirme que la figurine est bien un mâle. Donc vous pouvez admirer un pénis préhistorique.
L'épaule gauche est décorée de courtes incisions parallèles à leur tatouage, scarification, on ne sait pas. Il est vrai qu'il existe des représentations plus anciennes, c'est pas la toute première, pas le tout premier thérianthrope, c'est-à-dire homme-animal, figure hybride. Il y en a d'un peu plus anciennes, de quelques milliers d'années, sur l'île de Sulawesi, en Indonésie. Il s'agit de peintures qui sont datées d'il y a 44 000 ans. Elles montrent aussi donc ces thérianthropes, figure hybride homme-animal, mais elles ne peuvent pas se comparer avec l'homme-lion d'Olensteinstadel. Regardez un thérianthrope de Sulawesi et regardez l'homme-lion. La comparaison fait de la peine. Quant à l'homme-lion, sa beauté, sa taille, sa grande taille, sa puissance, qui réunit la férocité, je l'ai dit, du lion, et puis cette posture verticale humaine, si caractéristique, tout ça suggère qu'il pourrait bien s'agir du premier des dieux. Le premier des dieux, peut-être. D'autant que ce thérianthrope n'est pas unique. Un second a été retrouvé non loin d'Olensteinstadel, à Hohlefels, la roche creuse en allemand, mais malheureusement dans un état très lacunaire, très fragmentaire, juste un morceau. On a également retrouvé un mystérieux orang. Vous voyez un personnage, les bras levés au ciel, Argeisenklosterle, toujours dans le Jura souabe. Mais ces bras levés évoquent la manière presque universelle dont l'homme s'est adressé aux dieux. Donc un priant, un orant, un priant. On aurait donc peut-être recueilli non seulement le premier des dieux, mais aussi alors le premier des prêtres ou le premier des chamans. Dans cette grotte de la Hohlefels, on a également mis au jour la toute première des Vénus, ces Vénus préhistoriques, surtout connues pour le Gravettien à la période suivante, la civilisation suivante. Et là, regardez là, celle-ci à Hohlefels, elle est contemporaine, peu de choses près de l'homme-lion, et c'est peut-être la première des déesses. Et comment ne pas imaginer que ces œuvres sont les vestiges d'une mythologie primordiale, une mythologie paléolithique, des questions qu'on peut légitimement se poser sont le Lowenmensch, l'homme-lion, est-il un dieu-lion? Est-il le premier des dieux? La Vénus de Hohlefels est-elle la première des déesses, une déesse de la fécondité? L'orang de Geisenklosterle est-il le premier des prêtres ou des chamans? L'écriture, hélas, nous fait défaut pour connaître les réponses à ces questions, pour pénétrer cette toute première mythologie. Il reste que l'homme-lion témoigne d'évidence de ce penchant naturel de l'esprit humain à concevoir un monde invisible, mais plus vaste, plus glorieux, plus lumineux, qui transcende la nature visible, un monde habité alors par des dieux ou par des êtres supérieurs, esprits, héros ou ancêtres. Et pour créer ce premier chef-d'œuvre, c'est ce que j'essaie de vous en convaincre, ce premier chef-d'œuvre de l'humanité, il a fallu rien moins que la première civilisation européenne, la civilisation aurignacienne. Alors, cette civilisation, elle débute avec l'arrivée des hommes modernes sur le continent européen, il y a environ 43 000 ans. Elle tient son nom d'une belle petite cité du sud-ouest de la France, Aurignac, aurignacienne, d'Aurignac. Et en 1861, Édouard Lartet, tout premier des préhistoriens, a découvert dans une grotte qui est située sur la commune d'Aurignac, des objets, une industrie lithique et osseuse particulière, singulière, qui va être qualifiée d'aurignacienne. Pourtant, l'aurignacien a mis du temps à s'imposer dans les classifications des préhistoriens au début de la science préhistorique, on va dire à la seconde moitié du 19e siècle. Il y a même eu, un peu plus tard, au début du 20e siècle, une querelle de l'aurignacien. Il y a querelle des anciens et des modernes, et une querelle de l'aurignacien qui a imposé l'abbé Breuil, un abbé préhistorien, l'abbé Breuil, comme le pape des études préhistoriques sur lesquelles il a régné pendant un demi-siècle.
l'abbé Breuil, c'est vraiment un personnage hors du commun, un religieux qui se fait homme de science et qui argumente face à des collègues qui sont souvent anticléricaux, vous voyez, les anticléricaux militants du temps de la loi de 1905. Et Breuil, lui, c'était un préhistorien passionné, toujours le premier à se rendre sur les sites nouvellement découverts, à Lascaux par exemple, bien plus tard, et toujours la cigarette aux lèvres ou à la main, donc vraiment un personnage étonnant. Breuil était aussi un dessinateur très talentueux, capable de transcrire en couleur les décors pariétaux qu'il découvrait. Il les transcrit avec beauté, avec séduction, avec justesse, et ses relevés sont vraiment reconnaissables au premier coup d'œil. Son livre, qui est son livre testament, s'appelle 400 siècles d'art pariétal. Alors je vous le montre, hein. Évidemment je l'ai, hein. Moi, vous avez compris, j'adore tout ça. Il est là, 400 siècles d'art pariétal. C'est devenu un classique dont on peut tirer le plus grand profit encore aujourd'hui, hein. Il faut le relire. Alors ça date de 1952, hein. C'est pas tout récent, l'illustration est en noir et blanc. On y admire aussi quelques-uns de ces dessins si séducteurs de l'abbé. On y est surtout charmé par le style de l'abbé Breuil, hein. On écrivait si bien à l'époque, un style incisif et évocateur. Et Breuil, dans ce livre, célèbre ce qu'il appelle les 7 géants, c'est-à-dire les 7 plus belles grottes ornées alors connues, donc Altamira, Font de Gaume, les Combarelles, Lascaux, bien sûr, les Trois Frères et Niaux. Vous comprenez que manque à l'appel Chauvet, Cosquet, notamment, entre autres, qui n'avaient pas encore été découvertes. Personnellement, j'aurais ajouté Pechmerle, qu'on connaissait, et qui est sublime, mais Breuil ne la met pas parmi les 7 géants. Mais la découverte majeure, principale de l'abbé Breuil, c'est l'Aurignacien, cette première civilisation européenne. L'Aurignacien s'étend de la façade atlantique, voyez, aux rives du Don, de Gibraltar, sud de l'Europe, jusqu'à la Rhénanie. Le reste était pris sous les glaces. L'Aurignacien est aujourd'hui reconnu vraiment comme cette toute première civilisation européenne. Et pour la première fois, la beauté devient pour l'homme une véritable obsession. Les fouilles révèlent d'innombrables objets de parure, aux formes, aux matériaux très variés. Hein. Les Aurignacien ont une prédilection pour les canines de loups et de renards notamment, ainsi que pour les craches de cerf. Et tout ça est percé pour faire des colliers, des bracelets, donc vous voyez l'ornement, la beauté. La pierre, l'os, le bois de cervidé, l'ivoire de mammouth bien sûr, et même l'ambre ont été trouvés dans des gisements, ont été façonnés par les Aurignaciens sous forme de perles, de tubes, d'anneaux ou de diverses pendeloques, hein, pour servir évidemment d'ornement, pour servir à la beauté. Mais aussi, donc pour la première fois, l'homme sculpte de véritables figurines animales. Animales et humaines, en tout cas hybrides, on l'a vu avec l'homme-lion, dans l'ivoire de mammouth ou dans la corne. Dans les grottes du Jura Souabe, on a découvert au total une 50aine de figurines. 50aine. Toutes ces figurines impressionnent par la qualité de leur naturalisme. Comme à Chauvet, dans la grotte Chauvet, les animaux les plus fréquemment représentés sont les lions et les mammouths. Ici, par exemple, un lion orné, vous voyez, de croisillons profondément entaillés. On ne sait pas quel sens cela a, certainement signification. Mais on trouve aussi 2 chevaux, 2 bisons, un superbe oiseau aquatique, pas au juste l'espèce, mais il est magnifique. Un hérisson probable, hein, étonnant, un hérisson, premier des hérissons, un poisson, peut-être un poisson, certainement un poisson, et presque à chaque fois, ces animaux, eh bien, il s'agit des premières représentations de chacune des espèces, presque à chaque fois. Les exceptions, c'est Sulawesi, je l'ai dit, le premier cochon, hein, ça c'est à Sulawesi, et le premier buffle nain, qui étaient des espèces endémiques de cette île, qui le sont toujours. Vous comprenez, chacune de ces figurines du Jura Souabe est exceptionnelle en soi, hein. Mais l'homme-lion se distingue par sa taille, sa grande taille, sa majesté, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Cet homme-lion, ce Lowenmensch, ne peut se comparer, à mon sens, en beauté qu'avec les décors de Chauvet, qui sont aussi de l'Aurignacien, mais quelques milliers d'années plus tard. Hein. C'est probablement, Chauvet arrive probablement 3 ou 4 000 ans après ces grottes du Jura Souabe, après cet art mobilier.
Le Lowenmensch donne peut-être un début de réponse à des questions lancinantes et très débattues aujourd'hui. Pourquoi l'homme moderne, donc l'homme de Cro-Magnon, Homo sapiens, a-t-il remplacé en Europe l'homme de Néandertal, donc Homo neanderthalensis, qui prospérait, l'homme de Néandertal prospérait depuis près de 400 000 ans en Europe. Alors pourquoi a-t-il été remplacé? Les anthropologues ne constatent aucune supériorité évidente, ni physique, ni technique, d'Homo sapiens sur l'homme de Néandertal. Et ce qui est en revanche vraiment indéniable, et j'espère vous en avoir convaincu, c'est la qualité artistique supérieure des œuvres aurignaciennes sur celles produites par les dernières cultures néandertaliennes. Alors je vous les montre aussi, il existe des ornements. Néandertal a produit des ornements, notamment dans la plus haute culture néandertalienne finale, qui est le châtel-péronnien, longuement débattu, les préhistoriens ont longuement débattu, était-ce bien Néandertal? Le fait de Néandertal, il semble que oui. Et ces œuvres châtel-péroniennes donc rendent justice aux capacités, à la sensibilité de ces premiers vrais Européens, qui étaient les Néandertaliens. Mais on ne découvre dans le châtel-péronien aucune œuvre figurative, aucune œuvre qui approche en beauté, en puissance des figurines du Jura-Souabe, et surtout rien qui annonce un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre, un premier chef-d'œuvre, qui est le Lowenmensch. Donc est-ce donc la supériorité artistique et donc culturelle, aurignacienne, qui a fait triompher Homo sapiens en Europe? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Je vous remercie.